Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des louangeurs. Au Home Cinéma en Algérie. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Ouria Alamim Chichi, Le féminisme d'État au Maroc, 2010. Jean-Marc Valentin, Les parlementaires des départements d'Algérie sous la Troisième République, 2010. Jean Auteur, Journal de voyage en Turquie et en Perse, présentation d'Alain Riotto, 2010. Mohamed Telhine, L'islam et les musulmans de France. Une histoire de mosquée, 2010. Maher Abdmouleh, Partenariat euro-méditerranéen. Promotion ou instrumentalisation des droits de l'homme, 2010. Saïd Sadi Amirouche, Une vie, deux morts, un testament. Une histoire algérienne, 2010. Mahmoud Hamdan El Arfaoui, L'occupation italienne de la Libye. 1882 à 1911, 2010. Pierre Pinta, Seba, ville pionnière au cœur du Sahara libyen, 2010. Roxane Desmarcotte, Un islam des islams, 2010. Stéphane Papi, L'influence juridique islamique au Maghreb, 2009. Akchali, Chypre, Un enjeu géopolitique actuel, 2009. 50. Abdelm Alkai, Kbounmra Ben Soltan, Monsieur Sadnijallab, Le Maghreb face au défi de l'ouverture en Méditerranée, 2009. H. Ben Hamouda, N. Ullman, RSANDRETT Dir, Émergence en Méditerranée, attractivité, investissements internationaux et délocalisation, 2009. Mohamed Saadi, Le difficile chemin des droits de l'homme au Maroc, 2009. Monsef Ouannes, Militaire, élite et modernisation dans la Libye contemporaine, 2009. Ramon Verrier, Introduction à la pensée économique de l'islam du XIIIe au XVe siècle, 2009. Mohamed Mouaqit, L'idéal égalitaire féminin à l'œuvre au Maroc, 2009. Cet ouvrage est dédié au personnel et aux chercheurs du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, CRASC, d'Oran qui ont accompagné et soutenu les recherches dont sont issues les études réunies ici. Présentation. Il ne s'agit pas de populariser un savoir ésotérique ou de céder à la démagogie des demandes sociales, culturelles, nationalitaires, ethniques ou indigènes. Il s'agit plus simplement de reconnaître que le discours sur soi est largement tributaire pour ce qui nous concerne de l'existence de l'autre et que pour ce dernier, son identité reste encore largement façonnée par les discours que nous tenons sur lui. Il y a bien peu de choses en vérité qui relient naturellement la pratique du Béra, le crieur public des échanges traditionnels, et la vidéo comique populaire qui s'achète ici et là dans les villes en Algérie. Pourtant, aussi bien les fictions urbaines filmées que les échanges langagiers entre jeunes charrient pour une bonne part des conduites et des imaginaires que l'on retrouve dans les manifestations traditionnelles qui subsistent encore ou celles qui sont en voie d'extinction ou qui ont disparu. Les différents essais réunis ici illustrent en partie une démarche de recherche qui s'est efforcée d'interroger les lieux de croisement de certaines conduites et pratiques culturelles du présent et du passé en Algérie. Certes, si l'acte de parole est privilégié, c'est moins parce qu'il est souvent la manifestation la plus visible des pratiques sociales que parce qu'il est le lieu où s'incarnent avec le plus d'évidence les interrelations significatives entre symbolique et conduite, les contacts et les variations au cœur même de la dynamique sociale. Bien que les pratiques observées soient multiples, dédicaces, simulacres sociaux, usages linguistiques, chansons ou vidéos et les angles d'analyse diversifiés, les problématiques développées ont tendu à faire converger la réflexion autour de quelques dynamiques symboliques fortes, honneur, solidarité segmentaire, familiale ou de groupe 3, etc., et des dispositions sociales significatives. Dans la mesure où pour les anthropologues les systèmes symboliques sont appréhendés au travers de leur signification, c'est-à-dire dans leurs modalités expressives ou intellectuelles, et selon leurs fonctions sociales ou politiques qui leur confèrent une dimension instrumentale et pragmatique.
Il est entendu que la dimension socio-anthropologique a été souvent induite des recherches, plus qu'elle n'a été un postulat méthodologique de départ. Bien que chacune des études ait répondu à une problématique singulière, voire à une circonstance de recherche, nous pouvons reconstituer a posteriori les linéaments théoriques et surtout les lignes de force d'une démarche de recherche en cours. Certes, on peut y lire quelques affiliations théoriques momentanées ou plus prégnantes, et les conformations dues au moment même de leur inscription dans le temps de la recherche. Et bien évidemment les positionnements ou les assurances, qui inscrivent également la recherche dans son temps et dans les circonstances qui l'ont vu naître avec son lot d'intuitions opportunes et d'approximations discutables. Quel rapport y a-t-il entre la pratique de la dédicace, l'organisation d'un simulacre de mariage, l'usage de la vanne ou de l'insulte, une chanson de rap ou un hymne de supporter de football, une vidéo comique? A priori peu de choses sinon que ce sont des manifestations symboliques d'un état des relations sociales, ou de représentation d'un univers de groupe ou de communauté. Ces pratiques et les expressions qui les illustrent ont la particularité de configurer des conduites qui relèvent à la fois de valeurs fondatrices des groupes et communautés traditionnelles, honneur, solidarité lignagère, etc., et de nouveaux paradigmes de définition et de valorisation sociale tant au plan individuel que collectif. À travers en particulier, la manière dont se traduisent dans des rituels langagiers la gestion et la négociation des conflits de préséance ou de légitimation qui engagent le groupe dans son ensemble, nos analyses rendent perceptible en quelque sorte le pendant expressif et symbolique des alliances et des enjeux de Organisation segmentaire. Les sociétés tribales nord-africaines et bédouines sont bien organisées généalogiquement selon un modèle lignagé segmentaire, mais celui-ci ne rend pas compte de la logique des alliances et des conflits qui se manifestent à travers les feux ou à l'occasion de l'exploitation des ressources pastorales, Peters. L'alliance, matrimoniale et politique, détermine des statuts différenciés et des hiérarchies sociales qui peuvent s'organiser en structures politiques complexes. L'organisation segmentaire égalitaire, selon une certaine vision indigène, est compatible avec de profondes inégalités sociales et politiques. 4. Pour reprendre un programme cher à Michel Foucault, notre souci a été de procéder à la fois à une ébauche d'archéologie et à un essai de généalogie. L'archéologie ce serait la méthode propre à l'analyse des discursivités locales, et la généalogie, la tactique qui fait jouer à partir des discursivités locales ainsi décrites, les savoirs des assujettis qui s'en dégagent. 5. Si le dire est la première formulation du rapport au monde social, les pratiques individualisées dans l'acte créateur, chansons, films, etc., ou collectivement dans les manifestations de groupe mobilisent des ressources symboliques qui sont tout à la fois des représentations et des pragmatiques symboliques. Ce qui les unifie, c'est leur dimension communicative qui est à la fois le mode principal de leur manifestation et celui de leur intentionnalité. Le caractère performatif des actes sociaux est lié aux interactions qu'ont entre elles la langue, le pouvoir et l'action, et qui sont constitutifs de l'agir social. 6. Ce dont il est rendu compte à travers quelques manifestations, c'est également le travail de recomposition d'un capital symbolique transmis dans ses variantes multiples et ses modifications, mais aussi la fabrication, au sens artisanal, de nouveaux paramètres symboliques dans l'interaction avec de nouveaux objets, de nouvelles territorialités, en particulier avec la généralisation de l'urbanisation, ou bien encore des espaces virtuels. Il y a de ce fait des transversalités qui suivent le mode de dissémination d'une pratique, du terroir rural à la ville, la dédicace, ou qui pointent des marqueurs générationnels au travers des usages linguistiques ou de pratiques culturelles, innovation linguistique des jeunes, production et consommation multimédia, etc. On verra que ces différentes études relèvent davantage de l'observation et privilégient la modalité de la lecture interprétative des faits. Elles ne donnent pas toujours toute la mesure de la part des acteurs eux-mêmes, de leur propre discours réflexif. Elles méritent par ailleurs d'être complétées par des récits de vie qui relativiseraient ici et là les généralisations essentialistes que nous avons pu donner à nos analyses. Il n'y a pas nécessairement d'exemplarité dans le choix de telle ou telle manifestation étudiée, ici. Ainsi certaines pratiques marginales,
voire en voie de disparition, semble moins témoigner de ce qu'elle mettait en scène et donc en jeu qu'elle donne à voir la part de conformité et de transgression que des individus ou des groupes d'individus expriment au travers de certaines pratiques et conduites socialisées. Elle représente des manifestations de ces savoirs assujettis, dont parle Michel Foucault, qui sont à compter autrement selon le mode de la déploration ou de l'empathie nostalgique, dans le patrimoine immatériel de la société algérienne d'aujourd'hui. Première partie, paroles et rituels. Mots de passe et sujets de mise 7, adresses et dédicaces dans la culture populaire en Algérie 8. De toutes les formes de persuasion clandestine, la plus implacable est celle qui est exercée tout simplement par l'ordre des choses. Pierre Bourdieu, Réponse, Le Seuil, 1992, page 143. Présentation. La parole publique, dans la culture populaire en Algérie, est une parole à la fois contrainte et libre. Contrainte par le fait même qu'elle traduit des codes et valeurs reconnus par les groupes et les individus, au cours de circonstances établies et dans des espaces qui la légitiment et la particularisent. Elle est libre par le fait qu'elle gagne continuellement de nouveaux espaces, induit des situations originales et combine des paradigmes contraires. L'exercice de l'adresse et de la dédicace, tébria dans le dialecte algérien, figure dans la longue durée le modèle type d'une parole publique qui balise des lieux sacrés ou profanes, traditionnels ou modernes, publics ou domestiques, etc. Elle offre la particularité de mettre en relation un savoir partagé et des performances langagières qui la situent entre le rite et le jeu. Comme elle combine au plan pragmatique des actes de langage diversifiés sinon contradictoires, louanges, satire, impératifs moraux, dérision, défis, etc. Tout cela est subsumé par le fait que ce type d'expression se présente comme une sorte de délégation d'un dire collectif, manifesté par la performance d'agents reconnus pour leur maîtrise et leur prouesse verbale. Cette reconnaissance repose également sur leur compétence à réactiver le savoir socialement admis. La tradition, l'intériorisation des stéréotypes qui fondent souvent la dimension consensuelle de l'interrelation sociale. L'évolution sociale, l'urbanisation accrue a petit transformé le statut de l'adresse et de la dédicace qui, tout en se maintenant durant les prestations musicales offertes lors de cérémonies familiales ou collectives, ont élargi leurs référents et investi d'une manière polysémique différents types d'espaces. Notre propos portera dans une première partie sur une présentation de l'adresse et la dédicace comme forme ritualisée dans les pratiques cérémoniales. Dans une seconde partie, nous analyserons plus particulièrement les espaces d'énonciation de cette parole, rituels, café, disques, pèlerinage, etc., et les espaces énoncés, hammam, gynécée, blason féminin, santon, les lieux d'émigration, le quartier, la ville, les lieux de plaisir, etc. Nous tenterons enfin une synthèse pour comparer cette modalité d'expression à la parole citoyenne moderne afin de relever les homologies possibles et les différences essentielles. Arbitrage social et relais discursif, et tébria comme séquence de rituels. Dans la tradition maghrébine, le béra, littéralement, le crieur, est intimement associé aux rituels festifs liés notamment aux cérémonies du mariage. Le béra est aussi crieur public, celui qui est chargé d'annoncer de vive voix dans le village les événements qui concernent l'ensemble de la communauté, ou de faire part des cérémonies familiales organisées par l'un ou l'autre des habitants. Il est chargé dans certains cas d'annoncer l'heure du sahur pendant le ramadan. Faut-il y voir une sécularisation du même personnage qui intervient lors des cérémonies, ou correspond-il à une activité distincte? Annonceur, louangeur à gages, héros, le béra est au centre de l'échange de dons et des rituels de conflit qui accompagnent la prestation musicale. À Béra dans les zones berbérophones, Agouin à Tamanrasset, Ouérak ou Ranmé en Tunisie, il est l'un des personnages clés des cérémonies où se jouent les conduites d'honneur et se fortifient les alliances familiales. La littérature ethnographique rend compte de son rôle au cours des séquences de rituels de mariage en particulier. Westermarck, 1921, le décrit chez les Gibela d'Etsoul lors de l'arrivée de la procession, pp 89 à 90, ou au cours de la cérémonie du petit aîné chez les Brebeurs DAE accent aigu Waraen, pp 95 à 96. Boris, 1952, donne des exemples d'annonces dans le sud tunisien de même que Dornier, 1955, pour le nord de la Tunisie.
Lorta Jacob, 1980, cite le personnage du Bu Unajim, l'homme au roseau, qui, dans le groupe des musiciens accompagnant le poète Hamdia dans le Haut Atlas marocain, est chargé de récolter l'argent à la fin de la prestation. Enfin, Jamou, 1981, indique avec plus de précision la fonction qui lui est dévolue au cours de la prestation musicale dans le RIF. Un membre de ce groupe de musiciens, la Béra, celui qui vante et qui annonce, sorte de héros, joue un rôle important. Durant les cérémonies, il fera office d'intermédiaire au cours des différents affrontements simulés. Dans ces circonstances, il apparaît comme médiateur parodique. À l'inverse du shérif, il ne tente pas d'arrêter ces affrontements mais complice et porte-parole des groupes de jeunes en présence, il s'emploie à exacerber leur rivalité. Page 268. On aura en vue que le Béra s'inscrit dans des sortes de rituels de conflit, voire pour une discussion critique sur cette question Dirks 1988, comme un médiateur chargé de relancer les conduites de défi, mais également de provoquer une surenchère dans ce qui s'établit parallèlement, à savoir l'échange de dons. Annonces, louanges, dédicaces constituent les modalités principales de la prestation orale. Il s'agit dans des formes prosodiques normées d'annoncer les dons et les donateurs, de formuler des louanges concernant les donateurs et les donataires, et de signifier dans les termes qui correspondent le mieux aux valeurs d'honneur et de reconnaissance sociale, la figure du dédicataire. Trouvez les mots qu'il faut pour signifier cette série d'impératifs discursifs, mais y marquer également un savoir partagé par la réitération de formules et d'images reconnues, fonde le sens de la performance du Béra. À ce niveau de la prestation, le savoir-faire poético-verbal est avant tout au service de la circonstance, la cérémonie de mariage et des enjeux qui s'y jouent, les conduites de défi et de surenchère sociale. Parole de tous dans la mesure où elle est censée condenser toutes les formules et les valeurs dominantes de la communauté, et parole pour tous par le fait qu'elle s'adresse sans exclusive à tous les participants de la cérémonie, et Tébria correspond à une sorte de miroir de l'éthos du groupe social dont le Béra n'est que l'instrument professionnel de sa restitution, voire de son énonciation. Dans une formulation apparemment complexe, Bourdieu, 1984, a bien traduit le mécanisme d'implication dialogique qu'il met en œuvre. En bref, je pense que ces personnages sont ceux à qui il appartient de manipuler l'opinion. Ils sont délégués dans cette fonction par ceux dont ils manipulent l'opinion. Et l'approbation veut dire « Tu dis ce que je pense et en même temps en disant ce que je pense tu me dis ce que je pense et tu me dis de penser ce que je pense. D'ailleurs je ne t'écouterai pas si je ne pensais pas ce que tu me dis. » Page 297. Et Tébria, sorte de parole publique synthétisant les expressions engendrées par le sens commun, est un élément de rituel, dans le contexte de son émergence qui met principalement en œuvre un fondement anthropologique et des principes de naturalisation des conduites sociales. Il reste que dans le champ poético-social, elle demeure hiérarchiquement subalterne par rapport aux formulations plus complexes et plus innovatrices. Parmi les hommes de la parole, le Béra est relégué à la place la moins légitime, précédé dans l'éloquence et la maîtrise poétique par le Goual, littéralement le diseur, l'Afsi, la média, le poète itinérant dans l'ère berbérophone, voire le Méda, littéralement, le panégyriste. Face à des créateurs Goual, Afsi, Amédia, à des récitants de longues épopées Méda, le Béra, par sa plus grande proximité dans l'échange, le langage accessible de son répertoire, est plus souvent considéré comme une sorte de porte-parole socialement et poétiquement contraint. Ne dit-on pas en Algérie, El Méda Ida Gaïwali Béra? Littéralement, quand le Méda s'abétit, il devient Béra. Du point de vue de sa structuration, Tébria est une expression complexe où l'on peut reconnaître une adresse, dédicace, une annonce suivie d'une épigramme. Ainsi la structure énonciative se décompose en une interpellation adresse, une dédicace, l'annonce, louange, information, satire, épigramme et de nouveau une dédicace, destinataire. À ce titre Tébria fonctionne comme lieu commun au sens original du terme, c'est-à-dire des topiques. Comme chez Aristote, nous retrouvons l'éthos, le caractère de l'orateur, le pathos, ce qui émeut le public, et le logo, le raisonnement logique ou imagé par des exemples qui est le plus souvent illustré par Tébria. L'interpellation dans Tébria est double. Elle est d'ordre phatique car elle permet de mobiliser l'attention. Elle est souvent stéréotypée, Yanas. Ô gens,
quand elle se réfère à l'assemblée des présents ou marque l'interruption de la prestation musicale, H-abaisse. Arrête. Par là, elle se présente bien comme une énonciation particulière, distincte du discours naturel. La présentation du don vient ensuite, détaillée chez les femmes, ou plus généralement englobée dans une formule générique. Adèle HDIYA, ce don, Makona, cette aide, etc. Une dernière dédicace conclut la séquence. Elle révèle soit le destinataire, soit le destinataire du don et se conclut plus généralement par une dédicace à l'ensemble du groupe présent, Fixateur cum, en votre honneur. D'un espace à l'autre. Le processus de dissémination de Etebria. Le changement social qu'ont connu les espaces et les sociétés au Maghreb va voir peu à peu disparaître dans les centres urbains tous les hommes de la parole poétique et sociale. Obligés de se produire dans les souks et les places principales des grandes villes, les poètes créateurs vont se transformer en médada, plure, de méda, ou en chanteurs dans les orchestres de bédouis citadinisés. Dans les villes de l'Ouest algérien, des groupes de musiciens vont lier la prestation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.